Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres. Les vols de scooters en baisse en zone police sur Papeete et Pirée, mais toujours une plaie pour les propriétaires de deux roues. Certains modèles peuvent être volés en quelques secondes. Difficile de les retrouver avant qu'ils ne soient démontés et revendus. Témoignage. Rencontre avec Florine et Soraya, artisanes. L'une tresse la fibre de coco, l'autre le roseau des montagnes. Si ce savoir-faire artisanal permet de se dégager un salaire, certaines matières premières viennent à manquer, comme l'os ou les coquillages. Nous verrons cela. Et pour parler artisanat des Marquises, Ranka Aunoa est l'invité de ce journal. Il nous parlera de l'exposition consacrée exclusivement à l'artisanat de Wahuka dans le hall de l'Assemblée. De la vanille bretonne, c'est une première dans l'Hexagone. 3 maraîchers commercialisent leur première production, plus rentable que les tomates et moins chère que la vanille de Taha ou même la vanille Bourbon, découverte en fin de journal. Merci d'être avec nous. On commence donc avec ce fléau à Tahiti et Moorea principalement, les vols de scooters. Certains modèles particulièrement faciles à dérober sont ciblés par les voleurs, qu'ils soient garés dans un parking public ou chez leurs propriétaires. Démontés, ils sont ensuite revendus rapidement en pièces détachées. Ismaël Tayata, Patrick Tinting. C'est le moyen de transport par excellence. Avec le scooter, il n'y a jamais de circulation. Mieux encore, il est possible de se garer n'importe où. Et c'est là le problème, surtout quand les voleurs rôdent aux alentours. J'avais un rendez-vous client à l'hôtel Manava. Et du coup, vers 16h45, il a été volé apparemment. C'est une dame qui a appelé l'hôtel. Moi, je suis sortie à 17h15. J'ai constaté que mon scooter avait disparu. Premier réflexe, appeler la gendarmerie. Rendez-vous est pris le lendemain. Mais Teddy ne s'arrête pas là. J'ai bombardé les réseaux de mes publications, sur tous les groupes auxquels je pouvais penser. Et ça a été pas mal relayé. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu retrouver le lendemain. Le scooter a été retrouvé par Willy. Et c'est lui aussi qui a appelé Teddy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas pu les rattraper, comme c'est une 125, hein. Du coup, j'ai pas derrière. Après, de loin, je l'ai vu tourner vers Jouer Club. Hein. Et j'ai tourné aussi pour aller à Jouer Club. Mais manque de peau, quand je suis parti à Jouer Club, on dirait qu'il m'a reconnu pas. Et il a couru. Heureusement qu'elle avait mis aussi la plaque d'immatriculation photo. Ça nous a permis de savoir que c'était bien le scooter qui a été volé. Autre affaire, cette fois-ci, c'est un vol à domicile, en pleine nuit, avec la pluie, impossible d'entendre quoi que ce soit. Quand on a regardé les portails, il y a un des portails qui était ouvert, c'est un portail automatique. On a vu que le boîtier a été carrément détaché et il fallait une clé spéciale, donc en triangle, pour pouvoir le mettre en manuel. Donc ils avaient déjà tout le matos et puis après, ils ont pris le scooter et ils se sont barrés. Heureusement, cet homme avait placé un traceur dans son scooter. Il a ainsi pu localiser l'engin à distance. Il y a eu de la casse. J'ai fait un devis chez le garage Bambou, j'en ai au moins pour 118 000. Si les vols continuent, ils sont cependant moins nombreux. Il y a eu 38% de dépôts de plaintes pour vol en moins d'avril 2023 à avril 2024. Il y a une responsabilité individuelle du propriétaire de scooter. Nous l'invitons, nous, à stationner son scooter en l'attachant de manière systématique, puisque ça freine forcément la capacité des voleurs. Et puis surtout, on attire l'attention de la population sur le fait qu'il ne faut pas acheter des pièces à des prix défiant toute concurrence, puisque bien souvent, malheureusement, ce sont des pièces qui viennent de scooters volés. Teddy a dû racheter un nouveau scooter pour continuer à travailler. Les réparations de son scooter volé s'élèvent à 160 000 francs. Allez, Nana. En bref, un enfant de 8 ans est décédé accidentellement la semaine dernière sur l'atoll de Kauai au Tuamotu. Une information de TNTV. Il n'y a pas eu d'autopsie ni d'enquête, mais pour la famille que nous avons pu joindre, il s'agirait d'un choc thermique. En raison de son éloignement, le SAMU est arrivé 5 heures plus tard et n'a pas pu réanimer le garçonnet. Le témoignage de la maman est à retrouver sur notre site internet. C'est un savoir qui se transmet de génération en génération. L'artisanat, du tressage à la sculpture, en passant par les bijoux, ça permet de vivre de sa passion. Mais pourtant, certaines matières premières sont de plus en plus difficiles à trouver, comme l'os ou les coquillages. Ce n'est pas le cas pour Florine et Soraya, qui manient avec finesse la fibre de coco et le aeho, ce roseau des montagnes. Rencontre signée Mélissa Chong.
je prends un coquillage, ici que j'ai pré-percé, je vais passer les fibres par-dedans, les replier, ensuite faire un nœud ici. Le nappé est l'essence même du travail de Florine, artisane. Depuis 21 ans, elle manie la fibre de coco, si fine et solide à la fois. Pourtant, avant de révéler tous ses secrets, les étapes pour la récolter sont laborieuses, mais Florine ne recule devant rien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'artisans qui utilisent cette fibre. Trop compliqué à travailler. Et beaucoup de raccords à faire dans la bijouterie. Souvent, j'en ai vu débuter, mais abandonner parce que c'est trop compliqué. Dès le départ, il faut nettoyer, il faut aller chercher son coco. Il faut aller rouler le coco. Ça, c'est du A&O. J'enlève l'écorce qui est par dehors, je casse. Après, je casse la fleur. Et je sèche au soleil, ça donne ça. Ce A&O ou roseau des montagnes vient tout droit de Rapa, l'île d'origine de Soraya, 65 ans. Elle commande régulièrement des sacs de 50 kilos au prix de 30 000 francs, un coût qui se répercute forcément sur le tarif de ses chapeaux. Ça dépend des chapeaux. S'il n'y a pas beaucoup de tresses dessus, ça fait moins cher. Ça peut aller dans les 5-6 tresses dessus. C'est là que je vais mettre un prix haut, dans les 35 000 francs. Si le nappé et le A&O sont en grand nombre, d'autres matières premières se font plus rares. Résultat, les prix grimpent, ce qui complique le travail des artisans en bout de chaîne. On parle de difficultés d'accès au bois, à l'os, on parle bien sûr du POD, on a aussi des sujets sur le coquillage. Donc on a des projets pilotes. Notre ministre parlait d'un projet de séchoir de POD qu'on va installer cette année à Limatara. On a également des projets pour la nacre, mais c'est la grande difficulté du secteur, c'est que chaque matière a ses problématiques et des solutions qu'on essaye d'apporter. Ces produits naturels seront au cœur de toutes les attentions lors du premier marché des matières premières. Il se tiendra au musée de Tahiti et des îles du 24 au 26 avril prochain. Et Artisanat toujours avec une exposition qui se tient demain et vendredi à l'Assemblée de Polynésie. Elle est spécialement dédiée au savoir-faire de Wahuka. Une dizaine d'artisans ainsi que des élèves du CJA présenteront ainsi leur reproduction d'objets anciens, image ici de leur installation tout à l'heure. Et pour en parler, Ranka Aunoa est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Vous êtes le directeur du CJA de Wahuka. Parlez-nous un petit peu du sens de l'usage de ces objets anciens qui sont reproduits pour cette exposition. Oui, donc nous descendons avec une dizaine d'artistes pour exposer et sur cette thématique de reproduction d'objets anciens. Évidemment, c'est un thème qui nous tient à cœur parce que ça découle de plusieurs actions que nous avons mis en place sur notre île. Par exemple, sur notre île, toutes les années, nous avons un concours dédié à ce thème-là, à la reproduction d'objets anciens. Et c'est un concours qui nous permet de mettre en valeur, évidemment, le travail des artistes, mais surtout de refaire vivre ce patrimoine qui nous a été légué par nos anciens. Avec des objets vraiment spécifiques comme le kotoué ? Oui, le kotoué, c'est un objet que je trouve très beau. Très beau. C'est la calebasse, hein, ici. Alors, c'est la calebasse qui était dédiée à l'époque pour placer les crânes de nos hakaiki et qui était ensuite entreposé dans des grottes ou dans les bagnons. Et c'est un objet qui fait référence à un oiseau endémique des îles Marquises qui s'appelle le gallicolombe. Et on en a trouvé sur notre île avec un crâne et avec des dents de cachalot que nous avons réenfilées et qui est actuellement exposé dans le musée communal de Wahuka. Alors c'est une exposition qui est exclusivement dédiée aux artistes de Wahuka, une petite île de seulement 700 habitants. C'est une première de les mettre en avant de cette façon-là ? Oui, c'est une exposition qu'on avait déjà faite les années passées. Et là, nous reprenons cette exposition-là justement pour remettre en valeur, comme je disais, toutes les actions que nous menons sur notre île. Et surtout pour travailler sur cette transmission de cet art-là et d'expliquer aussi à tous les artisans de notre archipel que l'évolution est belle, mais à condition que nous respections les bases laissées par nos ancêtres, surtout sur l'utilisation des objets anciens et des motifs.
On vient de l'entendre, les difficultés pour s'approvisionner avec certaines matières premières. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Évidemment, la matière première que nous utilisons le plus, c'est le bois, le miro, le tau. Et maintenant, justement, demain, vous pourrez voir que nous avons aussi utilisé d'autres essences pour pouvoir pallier aussi à ce manque-là. Il n'y a plus assez de miro? Il y en a, mais le problème chez nous, c'est que le bois, il faut une quarantaine d'années pour que ce soit exploitable. Là, c'est encore petit. Et puis, se mêle à ça, vous connaissez, Ouaouka, c'est l'île aux chevaux. Ben, tout cet impact un peu environnemental à travers ces animaux en divagation sont à prendre en compte pour perpétuer cet art que nous travaillons. Alors, vous êtes également président du Comoté, le comité organisateur du Matava qui aura lieu au mois de décembre à Ouaouka. C'est encore un petit peu loin, mais Ouaouka se prépare déjà parce que c'est un gros événement, une grosse organisation. La population pourra tripler pendant cet événement-là. Est-ce que l'île pourra être prête à accueillir tout ce monde en termes d'hébergement ou d'eau, par exemple ? J'aimerais dire qu'on est presque condamné à être prêts. Nous serons prêts. Sur tout l'aspect logistique, nous sommes déjà quasiment bien préparés. Sur l'aspect hébergement, nous continuons à travailler petit à petit pour que tout se déroule dans les bonnes conditions. Je veux juste rappeler que les dates, c'est bien du 15 au 19 décembre 2025. Et nous attendons, rien que pour les délégations, un peu moins de 800 personnes. Et à cela vient s'ajouter la population de Ouaouka et quelques visiteurs. Donc ça va avoisiner les 2000 personnes, mais nous serons prêts. Merci Ranka Ounoua d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que l'exposition des artisans, ce sera demain et après-demain à l'Assemblée de Polynésie. Et il faut venir parce que ça va vite partir. C'est bien noté. Merci et bonne soirée. Vous connaissiez la vanille de Taha, évidemment, peut-être aussi la vanille Bourbon. Elles se vendent entre 70 000 et 95 000 francs le kilo. Pour proposer un produit à moindre coût, place aussi maintenant à la vanille de Bretagne. Dans l'Hexagone, 3 maraîchers commercialisent leur première production. C'est une première sur le territoire. Reportage de nos confrères de France 3 Bretagne, Catherine Basile et Fabrice Leroy. C'est sous d'anciennes serres à tomates que la vanille est cultivée au nord des Côtes-d'Armor. Il aura fallu plusieurs années de développement pour que l'orchidée tropicale s'épanouisse sous le climat breton. L'idée a germé en 2019. On avait à la fois des producteurs de tomates qui nous sollicitaient pour trouver une alternative à la culture de tomates dans des serres qui étaient un petit peu vieillissantes. On entendait parler à ce moment-là de l'explosion des prix de la vanille sur le marché mondial. Ça a attisé un petit peu l'intérêt des producteurs. 3 maraîchers en quête de diversification se sont lancés dans l'aventure. Pierre Guyomard a planté la vanille planifolia en 2020. 3 ans auront été nécessaires pour obtenir les premières gousses, un travail de longue haleine qui commence par la pollinisation de chaque fleur. On va mettre en contact le pollen, on va lever la petite languette et mettre sur le pistil un petit massage comme ça. Et après vous créez du coup la gousse qui sera mûre dans 9 mois. 9 mois plus tard, les gousses arrivées à maturité sont récoltées. Commence alors un long processus pour que la vanille gagne tous ses arômes. On va les ébouillanter, on va faire sortir la vanilline. Donc les gousses vont passer de cette couleur verte à cette couleur chocolat qui est devenir noire. Et après, pendant les 12 semaines à venir, elles vont sécher. Et une fois que ces gousses-là vont être stabilisées, on va les mettre en malle pour faire l'affinage. Un affinage qui va durer 9 mois au minimum. La vanille est alors prête à s'exprimer en cuisine ou en pâtisserie. Dylan Colven teste l'épice bretonne depuis ses débuts. Il l'utilise dans ses desserts, par exemple dans ce flan à la vanille et praliné sarrasin. Au tout début, on a eu un premier jet d'une vanille pas trop maturée. Donc on a eu juste pour avoir le taux de vanille, pour voir comment était l'arôme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a une vanille qui est complètement différente. Elle est bien plus grasse, bien plus généreuse et avec un taux de vanille qui est encore meilleur et une diffusion de saveur qui est encore plus parfaite. En coopération avec les producteurs de vanille réunionnais, les maraîchers bretons améliorent à chaque récolte leur savoir-faire. La vanille bretonne n'en est qu'à son tout premier millésime. L'idée est bien de pérenniser une filière avec de nouveaux producteurs. Retour à Tahiti, où les ateliers participatifs mobilisent la population des communes rurales de l'île. Jusqu'à lundi prochain, elle est invitée à partager sa vision du développement, ses besoins, les aménagements. Aujourd'hui, les habitants de Hitiaotera étaient réunis à la salle Omnisport. Nicolas Suir, Teiva Ribé. Cela pourrait être la carte de Tahiti recensant les priorités de la population. Par groupe, chaque membre fait part de son avis en matière de besoins, d'aménagement et d'emploi. À Hitiaotera, les thèmes récurrents concernent l'emploi des jeunes, l'eau potable et les transports en commun, bien que les avis divergent selon les ateliers.
On voit encore qu'on n'est pas encore apte à bien distribuer de l'eau, qu'elle soit potable, mais au moins que de l'eau pour toute la population de Haïti à Otera. Nous avons encore des soucis d'adduction d'eau, de distribution d'eau. Dans mon entourage, du coup, beaucoup de personnes se dirigent pour l'argent facile, pour d'autres, d'autres qui plongent suite à des problèmes qu'ils rencontrent au sein de leur foyer. Donc la santé en fait va venir créer des sous-projets dans l'alimentaire, dans la production de nourriture faite localement et aussi encourager l'économie. Donc en fait la santé va venir pallier plusieurs secteurs, plusieurs domaines problématiques. Pour les organisateurs, après avoir rencontré les dirigeants d'associations et les responsables religieux, il est logique désormais d'écouter la population. Il ne faudrait pas que nous, les élus, ou peut-être les élus du pays, prennent des décisions qui aillent à l'encontre de ce que veut la population. Donc pour ça, on a décidé d'avoir aussi l'avis de la population. Fort de ces doléances, la communauté de communes de Téléhéamanou tentera de négocier plus de compétences auprès du gouvernement. Objectif annoncé, appliquer les demandes du plus grand nombre. Un mot de littérature avec le premier recueil de poèmes signé Carole Athème, Sonnet en liberté. Au fil des vers, l'auteur y célèbre la nature et ses pouvoirs, la splendeur du monde et du pays. Un recueil qui cultive l'émerveillement et l'espoir de cheminer vers la renaissance et la joie. On l'écoute, elle répond à Nicolas Suire et Théiva Ribé. J'ai écrit ces poèmes sur les 3, 4, 5 dernières années et c'est vrai qu'ils me sont venus très naturellement parce que je pense que j'en avais besoin en tant que musicienne. La forme du sonnet, c'est vraiment une forme qui convenait pour fixer des expériences personnelles susceptibles d'être partagées par beaucoup de monde puisque finalement ce sont les expériences de la vie les plus fortes, parfois les plus belles ou les plus compliquées aussi, que j'ai voulu transcrire dans ces poèmes. C'est à la fois une volonté de m'exprimer, de surmonter certaines expériences difficiles et aussi de les partager, de faire en sorte que le lecteur, que n'importe quel lecteur puisse se mettre à la place du poète et partager un même sentiment peut-être de paix, de bonheur si possible, parce que je pense que les arts peuvent aider à surmonter les tragédies de la vie. Et les arts, toujours avec les artistes SCH, Slimane, Folewad et Bon Entendeur qui sont arrivés ce matin à Tahiti. Ils se produiront vendredi et samedi lors du Tiki Fest au parc Veirei. Les organisateurs attendent 10 000 personnes sur place. Le duo de DJ Folewad confie leurs attentes à Rehei Nadjarian. On s'attend à tout, on s'attend à des paysages paradisiaques et nous, on nous a vendu du rêve, on nous a dit qu'il y aurait 8000 personnes, que ça va être la folie, on a vu le line-up, ça va être de la frappe, donc on est super excités, on a hâte de... Et l'accueil était fou, un accueil incroyable. On a fait un set assez Afro House, un peu dans la tonalité dont on a l'habitude, parce que bon, le temps s'y prête ici, donc je pense que ça va être sympa. Et ça sera très organique, avec du live, des percussions, voilà, et surtout un rythme bien dansant, comme on sait bien faire. Avant de refermer cette édition, direction à présent au Tuamotu, où l'association Jeunesse Otepa organise des activités nautiques pour les enfants à l'occasion de cette deuxième semaine des vacances de Pâques. Au bord du lagon, vous allez le voir, des structures gonflables et des jeux de ballons sont proposés sous la surveillance des adultes et des pompiers volontaires. Image de notre correspondant Mathieu Allot. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'un des principaux titres, les vols de scooters qui empoisonnent la vie de leurs propriétaires. Il suffit de quelques secondes aux voleurs pour casser un Éman avant de revendre rapidement l'engin démonté. La police conseille de garer son deux roues dans un endroit exposé et éclairé et de le cadenasser. À la une de Tahiti Info, demain, l'interview de la directrice du CHPF, Annie Telipaya, le CHPF, une ville qui ne dort jamais. À suivre, votre magazine Patitifa sur les Taura, puis un autre documentaire sur les Tahua. Très belle soirée sur la première. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.